Dans l'ombre du pouvoir, les histoires intimes des présidents ont souvent façonné leur légende. Derrière chaque décision d'État se cache un homme, ses désirs, ses secrets, ses failles. Aujourd'hui, nous explorons ensemble ces liaisons et scandales qui ont marqué l'histoire, de JFK à Mitterrand et au-delà. Commençons par celui qui fut le 35e président des États-Unis, son élection en 1960 marquant un tournant politique majeur. John Fitzgerald Kennedy, dit JFK, incarnait en effet la jeunesse et la modernité dans une Amérique marquée par la guerre froide. À 43 ans, il devint le plus jeune président élu, battant Richard Nixon lors d'un débat télévisé historique qui mit en lumière son aisance et son charisme. Son style, ses discours brillants et son image familiale parfaite firent de lui une icône politique internationale. Parmi ses liaisons supposées, la plus mythique reste celle avec Marilyn Monroe. Si elle n'a jamais été officiellement confirmée, plusieurs biographes considèrent qu'il y eut au moins une relation épisodique entre eux, facilitée par Peter Lawford, beau-frère de Kennedy. La prestation de Monroe chantant « Happy Birthday Mr. President » en robe moulante lors de l'anniversaire du président au Madison Square Garden en mai 1962 reste un symbole fort de leur proximité, bien qu'aucune preuve directe d'une relation prolongée n'ait été établie. Une autre liaison avérée avant son mariage fut celle avec Gunilla von Post, aristocrate suédoise rencontrée en 1953 lors d'une croisière en Europe. Dans ses mémoires, elle raconte leur romance et les lettres qu'il lui écrivit même après ses fiançailles avec Jacqueline Bouvier. Leur relation cessa définitivement après son mariage. Judith Campbell Exner figure également parmi les noms liés à JFK. Elle affirme dans son autobiographie avoir eu une liaison avec lui entre 1960 et 1962, tout en ayant des liens étroits avec Sam Giancana, parrain de la mafia de Chicago. Bien que la commission Church ait confirmé ses contacts avec Giancana et Kennedy, l'ampleur exacte de son rôle d'intermédiaire reste débattue parmi les historiens. Le FBI de J. Edgar Hoover surveillait de près la situation en raison du risque d'espionnage, de chantage ou de compromission politique. Ces liaisons posaient un problème sécuritaire majeur durant la guerre froide, où la moindre fuite d'informations privées pouvait être exploitée par des services étrangers. Comme le rappelle l'historienne Barbara Perry, la vie privée du président faisait partie intégrante des enjeux stratégiques, car sa vulnérabilité personnelle pouvait être utilisée contre lui. Concernant son rapport à la séduction et au pouvoir, plusieurs analyses psychologiques, notamment celle de Robert Dallek, soulignent l'importance de ses problèmes de santé chroniques, notamment la maladie d'Addison et ses douleurs dorsales sévères. Ses conquêtes féminines semblent avoir été un moyen de renforcer sa confiance et d'affirmer une virilité parfois menacée par la souffrance physique. Son ami Lem Billings évoquait un homme aimant profondément les femmes et la conquête, mais dont la vie sentimentale resta toujours subordonnée à sa carrière politique. Pourtant, ce charme dangereux et cette aura magnétique contribuaient à son pouvoir de persuasion. Comme l'écrit Arthur M. Schlesinger, Kennedy captivait les foules avec la même intensité qu'il captivait ses partenaires. Cet ascendant charismatique, mêlant intelligence, humour et séduction, resta un atout majeur de son leadership jusqu'à son assassinat à Dallas le 22 novembre 1963. Il demeura président de la République française pendant 14 ans, de 1981 à 1995, un record sous la Ve République jusqu'à Jacques Chirac. François Mitterrand incarna la figure du président intellectuel, cultivé et stratège, dont la carrière politique s'étendit sur plus de 50 ans. Selon son biographe Jean Lacouture, il possédait un sens aigu de la mise en scène et un goût prononcé pour le secret, façonné dès la Seconde Guerre mondiale, où, résistant mais également haut fonctionnaire vichiste, à un moment, il apprit l'art du double langage et des réseaux parallèles. Cette culture du secret marqua toute sa vie privée. Sa relation avec Anne Pinjot, historienne de l'art et conservatrice au musée d'Orsay, débuta en 1963, selon leur correspondance publiée en 2016. De leur union naquit Mazarine Pinjot en 1974. Mitterrand l'a reconnue à l'état civil, mais elle vécut cachée du public et des médias jusqu'à la publication en novembre 1994 d'une photographie prise par le paparazzi Sébastien Valliella pour Paris Match.
Pendant plus de 20 ans, Mazarine fut protégé de la presse grâce à un réseau rapproché de collaborateurs, ainsi que par le groupe de sécurité de la présidence de la République, le GSPR, qui gérait discrètement sa sécurité et ses déplacements. Cette révélation souleva un débat inédit sur la frontière entre vie privée et vie publique des dirigeants. La presse politique française, notamment Le Monde, connaissait depuis longtemps l'existence de cette seconde famille, mais s'en abstenait par respect du secret présidentiel et de la tradition française de dissociation entre sphère privée et fonction publique. Pour ses proches, cette double vie renforçait son aura mystérieuse. Franz-Olivier Gisbert, ancien directeur du Figaro, évoque dans son ouvrage François Mitterrand, Une vie, daté de 1996, un homme à la fois attachant et insaisissable qui cultivait le secret comme un art politique. Selon l'historien Patrick Rothman, cette révélation ajouta une dimension romanesque à son image, celle d'un président littéraire, passionné d'art et de poésie, capable de protéger une vie amoureuse pendant toute sa présidence. Cependant, cette découverte suscita aussi un questionnement moral et démocratique. Un président peut-il gouverner un pays en dissimulant une telle part de son existence ? Les Français semblèrent toutefois lui pardonner, fascinés par ce mélange de pouvoir, de secret et d'amour, à l'image d'un roman classique qu'il aurait lui-même écrit. Félix Faure fut élu président de la République française en janvier 1895, succédant à Jean-Casimir Perier, démissionnaire après seulement 6 mois de mandat. Industriel du cuir au Havre, devenu député républicain modéré, puis ministre de la Marine, Faure bénéficiait d'une image d'homme consensuel, soucieux de prestige national et de modernisation navale. Sa présidence fut marquée par de fortes tensions politiques, notamment l'affaire Dreyfus qui divisait profondément la société française entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Faure lui-même, nationaliste modéré, refusa la révision du procès en 1898, après les révélations de Zola dans J'accuse, confortant l'armée et le camp anti-Dreyfusard. Le 16 février 1899, alors qu'il était âgé de 58 ans, il mourut subitement à l'Élysée. Selon le communiqué officiel, il fut frappé d'une congestion cérébrale dans son salon-bureau vers 17 h, après un malaise brutal. Cependant, la rumeur publique affirma qu'il était alors en compagnie de sa maîtresse, Marguerite Stanhelle, mondaine parisienne de 30 ans, épouse du peintre Adolphe Stanhelle, connu pour son salon littéraire et artistique fréquenté par de nombreuses personnalités politiques. Les témoignages indiquent qu'elle fut discrètement exfiltrée avant l'annonce officielle du décès. Son nom n'apparaît dans aucun rapport médical, mais de nombreuses sources contemporaines et mémoires ultérieures confirment sa présence, notamment ceux de Maurice Paléologue. La cause précise du décès reste discutée. Les médecins évoquèrent une apoplexie foudroyante, sans autopsie complète. Les historiens confirment aujourd'hui qu'il s'agissait vraisemblablement d'un accident vasculaire cérébral. Une formule célèbre, souvent attribuée à Clémenceau, circula très rapidement dans la presse satirique. Ainsi, le journal Le Rire écrivit « Il voulut être César, il mourut Pompée ». Un jeu de mots mordant sur la mort soudaine et la fellation supposée, Pompée, ayant un double sens grivois en argot parisien fin de siècle. Ce trait d'humour injuste mais durable forgea la légende du président mort dans l'extase. Marguerite Stanhelle poursuivit sa vie mondaine jusqu'à un autre drame retentissant. En 1908, son mari et sa mère furent retrouvés morts à leur domicile. Elle fut inculpée de meurtre avant d'être acquittée l'année suivante. Elle s'exila ensuite à Londres, épousa un baron anglais sous le nom de Madame de Sérignac et mourut en 1954 dans un relatif oubli. L'un des scandales politiques les plus retentissants de la fin du XXe siècle aux États-Unis fut celui impliquant Bill Clinton et Monica Lewinsky. Bill Clinton, 42e président des États-Unis, élu en 1992, puis réélu en 1996, dut faire face en 1998 aux révélations de sa relation avec Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison-Blanche, âgée de 22 ans à l'époque. Leur relation se déroula entre novembre 1995 et mars 1997. Clinton nia d'abord tout rapport sexuel, définissant ainsi strictement l'acte sexuel avant de reconnaître sous serment une relation inappropriée, incluant des actes sexuels oraux.
Cette affaire déclencha une procédure d'impeachment pour parjure et obstruction à la justice. La Chambre des représentants vota l'impeachment en décembre 1998, mais le Sénat acquitta Clinton en février 1999. Il resta en fonction jusqu'en janvier 2001. Ce scandale altéra durablement son image publique, bien que paradoxalement, son taux de popularité resta élevé durant la procédure, soutenu par la croissance économique et le plein emploi aux États-Unis. Comme on l'a vu avec François Mitterrand, la France n'est pas en reste. Jacques Chirac, président de la République de 1995 à 2007, traînait également derrière lui une réputation de séducteur impénitent bien avant d'entrer à l'Élysée. Dès les années 1970, les couleurs de Matignon bruissaient de ses escapades discrètes, protégées par la loyauté silencieuse de ses collaborateurs. Chirac avait le charme pressé, les rencontres brèves et une formule qui lui collait à la peau, attribuée à son chauffeur. 5 minutes, douche comprise, une expression devenue culte pour désigner ses nombreuses liaisons. Parmi les femmes citées dans les biographies, on retrouve la journaliste Jacqueline Chabridon, avec qui Chirac aurait entretenu une liaison sérieuse dans les années 70. Leur relation fut telle qu'elle faillit coûter à Chabridon son poste au Figaro à cause de la proximité trop visible avec l'homme fort du RPR. D'autres noms circulent, comme la chanteuse Barbara ou encore l'actrice Claudia Cardinal, mais sans preuve formelle. Bernadette Chirac, son épouse, n'ignorait rien. Elle a elle-même confié dans une interview qu'elle avait beaucoup pardonné. Leur relation, marquée par les convenances et la politique, survécut à toutes les rumeurs. Et jamais les médias de l'époque, tenus par une éthique très différente de celle d'aujourd'hui, ne franchirent la ligne rouge. À l'Élysée, les services de sécurité et le protocole veillaient à maintenir l'illusion d'un président irréprochable. En coulisses, pourtant, tout le monde savait. Toujours en France, un autre président vit sa vie privée exposée de façon spectaculaire, François Hollande. Élu président en mai 2012, il se présentait comme un homme normal. Séparé de Ségolène Royal, mère de ses 4 enfants, il vivait officiellement avec la journaliste Valérie Trierweiler. En janvier 2014, Closer publia des photos révélant sa liaison avec l'actrice Julie Gaillet, prise devant un appartement parisien où il se rendait en scooter, casque sur la tête, escorté discrètement. Ce scandale n'eut aucune conséquence institutionnelle, la Constitution française ne prévoyant aucune destitution pour cause de vie privée. Toutefois, cet épisode fragilisa encore sa popularité déjà affaiblie par la crise économique et la montée du chômage. Quant à Nicolas Sarkozy, sa vie sentimentale fut également très médiatisée. Divorcé de Cecilia Sikaner-Albéniz en octobre 2007, quelques mois après son élection en mai 2007, il épousa Carla Bruni, chanteuse et ex-mannequin, le 2 février 2008 à l'Élysée. Leur relation ne constitua pas une infidélité présidentielle, puisque sa séparation d'avec Cecilia était déjà entamée avant son élection. Mais la rapidité du divorce et du remariage, ainsi que la notoriété de Carla Bruni, attirèrent l'attention internationale, notamment en Italie et aux États-Unis. Leur mariage fut le premier célébré à l'Élysée par un président en fonction. Ces affaires illustrent une différence culturelle notable entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, la moralité privée des dirigeants est perçue comme un reflet direct de leur intégrité publique, expliquant par exemple la procédure d'impeachment contre Clinton. En France, selon l'historien Sudhir Hazare-Singh, la distinction entre vie privée et vie publique reste profonde, héritée d'une tradition monarchique et littéraire qui valorise l'intimité des dirigeants, souvent érigée en mythe romanesque. Ainsi, Mitterrand, Hollande et Sarkozy vécurent leur histoire personnelle sans que leur légitimité institutionnelle n'en soit juridiquement affectée, même si l'opinion publique s'en empara largement. Pourtant, dans les deux pays, l'usage du pouvoir politique et la séduction relèvent d'une même dynamique psychologique, celle du statut, de l'ascendant et de la conquête. Comme le souligne le politologue Joseph Nye, le charisme personnel reste un levier d'influence aussi puissant que l'autorité légale ou militaire, qu'il s'exerce sur une nation ou sur un individu. Depuis l'Antiquité, le pouvoir politique et la séduction entretiennent un lien étroit. Les études sociologiques et psychologiques contemporaines confirment que le statut social élevé augmente l'attrait perçu d'un individu, un phénomène connu sous le nom d'effet de halo. Selon le psychologue évolutionniste David Buss, la détention du pouvoir agit comme un indicateur de ressources et d'influence, qualité historiquement valorisée dans la sélection sexuelle.
En politique, cet effet se double d'une dimension symbolique. Max Weber définissait le pouvoir comme la capacité d'imposer sa volonté, qu'il s'agisse de décisions militaires, économiques ou de charisme personnel. Cet ascendant visible dans la posture, le langage et l'assurance se traduit aussi par une attractivité accrue auprès des partenaires potentiels. John Fitzgerald Kennedy, François Mitterrand ou Bill Clinton partagent ce point commun, un charisme public qui renforçait leur séduction privée selon leurs biographes respectifs. Ainsi, derrière chaque scandale amoureux se cache une réalité plus profonde. Le pouvoir n'est pas seulement affaire de loi, d'armée ou de diplomatie, mais aussi d'attraction humaine et de domination symbolique. Comme l'écrivait Machiavel en 1532 dans Le Prince, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car voir est donné à tous, toucher à peu. Dans la séduction comme en politique, l'apparence, la réputation et l'aura restent souvent plus décisives que la réalité des actes. Voilà, c'est la fin de notre exploration sur les frasques présidentielles, enfin presque, puisque l'histoire d'Emmanuel et Brigitte Macron continue de choquer la France, mais d'une toute autre manière. Car à l'inverse de ces présidents infidèles, ici c'est Brigitte Rogneux, alors mariée et mère de 3 enfants, qui rencontra Emmanuel Macron alors qu'il était son élève au lycée La Providence d'Amiens. Il avait 15 ans lorsqu'ils commencèrent à se rapprocher au sein de son atelier théâtre. Elle en avait 39. À l'époque, cette relation provoqua un véritable scandale local et familial, au point que les parents de Macron l'envoyèrent poursuivre ses études à Paris pour l'éloigner. Brigitte divorça de son époux, André-Louis Ozière, en 2006, avant d'épouser Emmanuel Macron en 2007. Aujourd'hui, leur couple reste l'un des plus scrutés de la scène politique française et même internationale. Preuve en est la sortie très controversée de Devenir Brigitte, un ouvrage auto-édité en 2025 signé Xavier Poussard et qui prétend révéler une théorie selon laquelle Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel Macron, serait en réalité transgenre. Comme quoi, l'histoire des présidents et du pouvoir amoureux ne cesse jamais de nous surprendre. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don et à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.